Bonjour, merci d'être venu du coup. Je m'appelle Nicolas et j'ai 35 ans. Et je vous dis ça parce que avoir 35 ans aujourd'hui, ça veut dire que je suis né en 1985. Et donc j'ai connu plein de choses vraiment très cool. J'ai connu les dessins animés, les séries de merde du Club Dorothée. J'ai connu l'époque des boys bands, mais j'ai surtout, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, appris le design il y a 15 ans. À l'époque où c'était quand même beaucoup plus facile que maintenant. Et on va voir pourquoi. Parce que maintenant, en tous les cas, en ce qui concerne le numérique, c'est quand même grave la zone. Si on peut s'exprimer comme ça. Alors pour la petite histoire, moi j'étais à l'école de design dans l'Atlantique. Et à la fin de ma première année, on m'a demandé de choisir entre deux designs. Design produit et le design hypermédia. Alors déjà, à l'époque, ils avaient pris le terme multimédia. Et c'était dit qu'on allait faire de l'hypermédia, encore plus que ça. Et puis après, c'est devenu de l'interactivité. Donc j'ai été diplômé de design, je suis designer d'interactivité. Je pense que déjà à l'époque, si en à peu près 4 ans, on a changé 3 fois de nom, on pouvait se dire que ça allait être le bordel au niveau de cette activité. Et je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais maintenant c'est devenu ça. C'est carrément les chiffres et les lettres. D'accord ? C'est quasiment incompréhensible pour le commun des mortels. Et ce qui est marrant dans la discipline du design que je fais aujourd'hui, c'est que quand je bois l'apéro avec mes copains et qu'ils me disent « Tiens, toi, tu fais quoi ?» Je suis designer. Et je suis obligé de préciser, je suis designer dans le numérique. Et généralement, il y a forcément quelqu'un à table qui me fait « Mais ouais, mais t'es quoi exactement ? T'es UX, UI, designer de service, qu'est-ce que tu fais ?» Et ce qui m'embête en ce moment, c'est que je ne sais pas trop répondre à ça exactement. Moi, personnellement, j'ai appris le design dans sa globalité. Je profite un peu de cette conférence, même si ce n'est pas le sujet exact, pour dire qu'on a rendu une discipline qui est faite pour simplifier les choses, difficile d'accès pour le commun des mortels, par ce biais de ces abréviations. Les organismes de formation font de plus en plus de morcellement sur cette discipline, parce que plus de classes. Alors, morceler, c'est pas très grave si on apprend l'intégralité des process. Le problème, c'est que maintenant, ils sont en train de créer des silos. Et pour moi, ce genre de discipline, première chose, c'est que ça doit être des atouts, différents atouts en termes de design, ça doit communiquer entre eux et certainement pas être des qualités précises et distinctes, les unes d'entre elles. Bon. Donc, pour revenir au mot design, et ma chère Valérie, en gros, le design est partout. Le design est présent un peu partout. Et je me rappelle quand j'ai commencé moi, à apprendre à l'école de design il y a 15 ans, on nous disait, vous savez, c'est un problème, la place du designer dans la société, la place du designer dans les process de création est difficile aujourd'hui pour les entreprises de comprendre tout ça. Donc il faut bien apprendre à leur expliquer pourquoi, où est-ce qu'on se situe, ainsi de suite. Et en fait, de plus en plus, on est confronté à un processus de création qui s'appelle le design est devenu un adjectif. Cette lampe est super design. Alors le problème, c'est qu'est-ce que l'on met derrière ce mot ? Qu'est-ce que l'on peut mettre derrière tout ça ? Parce que le design, ça représente énormément de choses, et pas simplement un adjectif. Alors moi, je vais vous expliquer un peu comment on m'a appris les choses. Je vais partager ça avec vous. Moi, on m'a appris que le design s'appuyait sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'esthétique, c'est le plus connu, c'est le beau. Ça, c'est trop beau, c'est la manière de faire, comme disait Lewis, le lait se vend mal. Ensuite, il y a l'ergonomie, évidemment, le pratique, donc comment on va utiliser cette chose-là. Et puis en dernier cas, et ça c'est le truc le plus oublié de tous, tout le monde l'oublie alors qu'on ne devrait pas, c'est le processus de création, le process. On oublie que le designer est là aussi pour décider comment on va fabriquer ces choses-là. L'idée ne peut pas être déconnectée de la manière dont elle va être produite. Et puis, pour terminer, après 10 ans de pratique, là, j'aimerais bien rajouter, même si c'est l'objet d'une autre conférence, mais un 4e pilier, qui est l'émotion. En fait, surtout dans le numérique, aujourd'hui, on a très peu de services de produits numériques qui sont créés dans le but de générer une émotion chez l'utilisateur. Et ça, c'est bien dommage. Alors, pour revenir un peu à ma Valérie, en gros, ce processus de création qui s'appuie sur ces 3-4 piliers, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais pas si vous regardiez Déco. Moi, je tombais dessus sur M6, ça me faisait toujours marrer parce que, en gros, elle faisait un truc hyper marrant au début. Et j'attendais toujours la fin pour savoir comment elle allait transformer la pièce des gens. C'était, qu'est-ce que vous voulez ? Vous aimez quoi ? Et donc les gens, généralement, ils répondaient.
Et il répondait par exemple, bah, moi j'adore Londres, je suis allé à New York, je veux un truc new-yorkais. Ou le petit garçon était, moi j'adore les pompiers. Et tout le temps, dans ma tête, j'étais là, ça va être la catastrophe. Elle a dit New York, qu'est-ce qu'elle va mettre truc. Et effectivement, ce qui t'est rendu à la fin, c'était ok, donc elle aime Londres, elle aime God Save the Queen, c'est parti, on va foutre des Union Jack partout, allez, ça va être génial. Et la petite fille se retrouvait avec ce genre de déco. Ouais, j'aime New York, je suis allé à New York, c'était trop bien. Et elle se retrouve avec I Love New York partout, mais surtout le gros tableau d'un taxi new-yorkais. Sauf que si vous aimez New York, je ne suis pas sûr que vous aimez pour les taxis, en fait. Je ne suis pas sûr que le raccourci qui est fait là soit pertinent. Comme un petit garçon qui aime les pompiers, donc du coup, sa chambre elle va être rouge. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Valérie? Elle simplifie le procédé créatif. Et ça, c'est un souci. C'est un souci parce qu'on ne peut pas... Alors, on nous dit qu'il faut... écouter ses utilisateurs. Et c'est hyper important d'écouter les utilisateurs, ce qu'ils ont à dire. Le problème, c'est qu'il faut les écouter, c'est vrai, mais il faut ne pas oublier de les remettre en question et surtout d'écouter le contexte. La qualité d'écoute chez un designer ne doit pas être uniquement basée sur ses utilisateurs. Il faut mener une enquête de contexte, recontextualiser, challenger les dires des utilisateurs pour voir pourquoi ils ont besoin de ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils ont besoin. Il y en a qui pensent savoir, mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Ils n'arrivent pas à l'exprimer. Donc écoutons les utilisateurs, oui, mais d'une manière intelligente. Et donc, vous allez me dire, ce petit garçon-là, qui a sa chambre rouge et ses pompiers, il ouvre sa chambre, il fait toujours « Waouh !» il est toujours trop content. Je suis persuadé que la fille qui a sa chambre de New York, elle est trop contente d'avoir ça. Le problème de ça, c'est que on a fait t'as besoin, tu veux ça, je te donne ça. On a simplifié, on a raccourci. Ce qui fait que, en gros, en allant trop vite, on a oublié de contextualiser. Le petit bonhomme, il a 5 ans. Il va grandir, il va évoluer. Peut-être qu'en fait, il aime les pompiers parce que leurs uniformes noirs. Peut-être qu'il aime les pompiers parce qu'ils combattent le feu et que ce sont des super-héros. Et donc, du coup, vu que ce sont des super-héros, on aurait pu peut-être se remettre là-dessus parce que dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui va se passer quand il va vouloir une chambre super-héros? On refait la chambre. Qu'est-ce qui va passer à 14 ans quand il amènera sa copine dans sa chambre pompier? On peut pas. En fait, il faut penser. On a oublié de penser au contexte et de l'évolution du gamin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on simplifie le procédé créatif? On crée quelque chose d'hyper dangereux dans le domaine du design. Ce sont des généralités. Les généralités, si on en vient à faire ce genre de choses, on fait mal notre métier. Le design, en ce moment, se vend plutôt bien. C'est très cool pour les designers. Le problème, c'est qu'on voit moi je le vois sur notre banc de production, on voit des projets en amont qui sont accompagnés par des gens qui, en faisant ce genre de raccourcis et généralités, refont des vieilles pratiques marketing pour de la consommation de masse. C'est-à-dire, on a étudié ça pour Madame Tout-le-Monde, on fait depuis la nuit des temps, les gens ont besoin de ça. Ça, je le sais, moi je suis confronté parfois à des clients qui me disent « Non mais attendez monsieur, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, je connais mes clients, et ainsi de suite. » Et c'est toujours un problème. Les généralités sont un peu l'ennemi du bien. Il y a un designer que j'aime énormément qui s'appelle Mike Montero et qui dit 2 choses. La première, c'est qu'un designer est responsable de ce qu'il crée. Ça veut dire qu'on est responsable, on a un devoir éthique en disant « Moi, si je crée ce projet-là, j'y crois et je ne le crée pas seulement pour décrocher un projet ou un appel d'offres. Je fais bien mon travail, je suis responsable de ce que je fais. C'est de ma faute si ce n'est pas bien fait. » Pas forcément toujours celle du client. Ensuite, la deuxième, il dit quelque chose d'assez marrant, il dit que l'empathie peut devenir la plus grosse plaie du designer. Parce que à faire trop d'empathie, ou en tous les cas à faire de l'empathie à la va-vite, à se dire, moi au fond de mon bureau, dans mon agence, je me dis que ça c'est comme ça, et puis on va être 4-5 autour de la table, et puis il n'y a aucun utilisateur qui est là, et puis on va se dire, ouais, il y a ça, il y a ça. Et on ne va pas s'appuyer sur des faits réels, on va faire des généralités. En fait, il dit que comment moi, designer, à Nantes, je peux comprendre qu'est le quotidien d'un gamin à Soweto dans le ghetto. Il dit que le caillou, il n'est pas dans ma chaussure. Et donc, tant que le caillou, il n'est pas dans ma chaussure, je ne peux pas ressentir ce problème-là. Et donc, je ne peux pas créer de bonnes choses. C'est la notion de se reconnecter au réel. Se reconnecter, et c'est la notion de l'étude terrain. Un designer doit faire une étude terrain. Voilà. Alors, du coup,
le design ayant le vent en poupe, on voit arriver énormément de métiers, de formations, des métiers différents. On voit des facilitateurs en design, des coachs en design, on voit des écoles de reconversion qui en 6 mois vous forment à une méthodologie et ainsi de suite. Pourquoi pas. Après, moi je pose toujours en fait les deux choses. Qu'importe, c'est bien que tout le monde parle de design, c'est hyper bien. Ça prouve que le monde a changé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle Cyril Chaudois, qui bosse chez Olix, et qui avait dit c'est la révolution copernicienne de l'UX, c'est-à-dire les marques ont arrêté d'être au centre du système solaire, on a mis l'utilisateur au centre. Donc c'est super que le message de diffusion centré l'utilisateur se diffuse comme ça. Par contre, il faut toujours faire attention parce que ces nouvelles formations avec le fer de lance du design thinking, c'est-à-dire une méthode, c'est le design thinking, et qui vous apprennent à utiliser cette méthode, c'est bien. Il faut toujours mettre en balance par rapport à la personne qui utilise cette méthode. Personnellement, j'adore la cuisine. J'estime avoir un très bon niveau en cuisine. Je n'ai pas un restaurant et j'ai encore moins une étoile Michelin. Donc, le design thinking, c'est une méthodologie, c'est bien, c'est une façon de voir les choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment sortir du sentier battu. L'avantage de tout ça, c'est que, donc je l'ai dit, c'est faire connaître la discipline, c'est surtout de donner l'occasion aux porteurs de projets de commencer les choses. Toutes ces émergences de coaching, de facilitation, d'ateliers permettent aux porteurs de projets de mettre les mains dans le cambouis et d'arrêter de végéter, effectivement, par exemple dans des endroits où il en est à son 6e business plan et il n'a toujours pas fait les choses. Et là, ce qui est bien avec tout ça, c'est que ça commence à faire les choses. Après, le problème, c'est que réduire le design à une seule méthodologie, c'est pas correct, parce que c'est faux. Un designer a plein de cordes à son arc. Et surtout, suivre une méthodologie simple, c'est pas bon. Il faut savoir sortir des sentiers battus. Et puis surtout, on voit de plus en plus de décontextualisation de la discipline. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des ateliers de design thinking qui sont même pas sur les projets des gens. On prend un projet lambda pour expliquer la méthode aux personnes. On va bosser sur les horodateurs. Ah oui, mais c'est pas bon, moi je fais des fenêtres. Vulgariser le process. J'ai vu des gens qui faisaient du team building en design thinking. C'est cool, on fait du team building avec une méthodologie de design. Pourquoi pas, mais c'est... Pourquoi pas. Et surtout, c'est faire de fausses promesses, parce que dire qu'on va résoudre des problèmes avec 2 à 5 jours d'atelier, c'est faux. Le processus de créativité et le processus d'innovation, c'est quelque chose de long, qui doit être éprouvé et qui doit permettre de se tromper, de faire des erreurs pour avancer. Alors, du coup, je dis ça, mais comment on peut choisir quelqu'un qui peut nous accompagner justement sur le design et sur les méthodes d'innovation ? Moi, je répartis, je conseille de juger sur différents facteurs. Le premier, pour moi, c'est le temps. Arrêtons de nous dire qu'on n'a pas le temps. Il faut avoir le temps pour faire de l'innovation. Il y a effectivement des méthodologies courtes pour démarrer les choses. Il y a des méthodologies courtes, je pense notamment au sprint pour tester des choses, mais ça, c'est quand vous avez déjà quelque chose en main. C'est pas parce que vous faites 2 jours d'atelier sur quelque chose, par exemple, vous avez fait un peu une initiation, vous faites 2 jours d'atelier, même sur votre propre problème. C'est pas pour ça que quand vous allez retourner chez vous en Vendée, je prends l'exemple d'une entreprise qui fait des fenêtres en Vendée, qui a fait 2 jours d'atelier de design thinking. Elle revient chez elle, c'est pas comme ça qu'elle va réussir à entreprendre toute sa logique d'innovation. Elle peut pas y arriver toute seule, cette personne, même si on a pris 5 personnes de l'entreprise et on les a formées à cette méthodologie, elle ne peut pas l'appliquer toute seule. Il faut évidemment qu'il y ait un designer dans le coin qui les aide. Voilà. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont été sensibilisés. Mais après, est-ce que c'est un problème de RH ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut engager quelqu'un ? Est-ce qu'il faut aller se faire accompagner par une agence externe ? Voilà. Le temps est primordial puisque tout dépend de la taille du projet, du contexte, des métiers qui l'entourent. Est-ce que j'ai les métiers en interne de production ? Le process design n'est pas quelque chose de court. Ça, il faut se le rentrer dans la tête. Alors, certes, il existe des méthodologies comme les sprints, effectivement, mais par contre, il faut se dire que ces choses-là sont faites pour traiter un sujet précis, rapidement, mais ne sont pas faites pour traiter l'intégralité de la chaîne de l'innovation. Donc le temps, l'accompagnement. L'accompagnement, si vous devez juger quelqu'un qui est capable de vous accompagner, c'est par rapport à effectivement les gens qui sont autour de lui, les métiers qui l'accompagnent. Un designer n'est jamais seul.
il est toujours au milieu de tout. C'est un chef d'orchestre qui permet de... Soit les métiers sont internes chez le client, soit les métiers sont externes. Par exemple, moi, je suis toujours accompagné de développeurs. Je suis designer dans le numérique. Si je n'ai pas des développeurs avec moi pour m'aider dans mon process de créativité, je suis complètement, encore une fois, déconnecté du réel et déconnecté du process de fabrication. Et c'est pas bon. Du coup, si je prends par exemple mon métier à moi, mes développeurs, ils agissent avec moi en amont sur quand on pense les fonctionnalités, quand on pense les services, quand on pense les interfaces. Et quand on a fini de développer, je suis aussi avec eux pour vérifier que ça a été bien fait, ou même pendant le processus, parce que pendant le process de développement, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des choses qu'on a pensées en amont, qui sont finalement pas bonnes techniquement, et qu'il faut repenser pendant ces choses-là. Donc un designer est là tout au long du processus. Et sur un accompagnement de designer, il faut juger la pédagogie, c'est l'une des plus grosses parties de notre métier, expliquer au client ce qui va se passer, comment on va faire les choses. Un client qui est éduqué et qui sait au bout d'un moment comment va se passer chaque phase d'un projet, c'est un client qui va être content, qui à chaque fois qu'il va avoir une demande va respecter le processus de création et ainsi de suite. L'écoute, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est forcément l'écoute des gens, mais c'est surtout l'écoute de l'écosystème qu'il y a tout autour. Ça, c'est hyper important. La créativité, c'est... Moi, je dis souvent à mes clients que 80% de l'innovation elle est déjà dans la tête, dans votre tête, parce que je n'ai pas la prétention de mieux connaître le métier et surtout le terrain de chez eux. Puis après, à force de travailler avec eux et d'aller voir des choses, on apprend ces choses-là, mais on n'est pas meilleur qu'eux. Donc 80% de l'innovation, pour moi, elle est dans la tête du client. Et moi, j'apporte les 20% de créativité. Je lui montre, je lui l'extirpe, je lui la sors, on la remodèle ensemble et je lui apporte les 20% de créativité suivante. Et puis enfin, il y a l'expérience. L'expérience... le pire ennemi d'un designer, c'est la carte blanche. La carte blanche, c'est pas bon, c'est hyper difficile de créer quelque chose en partant de rien et en ayant tous les droits. Plus il y a de problèmes, plus il est facile de créer. La flexibilité et l'adaptation. Alors, c'est là que la méthode simple, en fait, c'est là que le bas blesse sur une méthode simple, design thinking, suivi à la lettre. Il faut savoir un peu sortir des chantiers battus, mais surtout, il faut savoir remettre en cause le fond et pas seulement la forme. Si je prends par exemple l'exemple du Covid qui est actuel, il ne s'agit pas simplement de changer de logiciel et de passer sur un logiciel qui permet de faire à distance exactement la même chose. Il s'agit de changer à la fois le logiciel effectivement pour pouvoir continuer de travailler, mais il s'agit de remettre en cause le fond du projet. Il ne faut pas rester sur le même contexte puisque le contexte mondial vient de changer. Donc la forme et le fond. Et ceux qui suivent une méthodologie pas à pas, à la lettre, étape par étape, et qui arrivent finalement à des concepts sans grande prétention, dénués de sens, parce qu'ils ont suivi une méthodologie pas à pas, sans remettre les choses en question. Aucun projet ne se ressemble, aucun contexte n'est figé. D'accord ? Ça serait mensonge quand même de dire qu'une méthode dans son application précise est magique et à partir du moment appliquez ceci, vous allez voir, vous allez forcément y arriver. Ça fait un peu bouquin un peu cheap. Du coup, comment faire ? Justement, il faut faire. Donc, quelle est la solution pour tout ça ? Il faut comprendre que, une fois que vous avez compris toutes ces choses, que le design est quelque chose de long, de long, en tous les cas qui n'est pas court et qui demande un peu de temps et d'investissement, il faut comprendre que le designer est là depuis le début jusqu'à la fin et que ça ne coûte pas forcément plus cher. Ça vous coûtera forcément plus cher de prendre un atelier qui ne vous sert à rien à 1 200 € la journée, plutôt que d'accepter en fait, d'être accompagné depuis le début de l'émergence de l'idée, pendant la production, pendant le développement, et après pour la mise en production. Et faites-vous surtout accompagner par quelqu'un qui vous propose un process centré sur vos problèmes. Quand vous allez voir quelqu'un, il dit voilà j'ai un projet, qu'est-ce que vous me proposez, comment on va faire ces choses-là, ça ne doit pas être dire écoutez, voilà la méthode, c'est toujours la même, on va passer par ça, non. Ça doit être la méthodologie projet doit être faite et basée sur vos problèmes, sur votre contexte et sur rien d'autre. Surtout, apprêtez-vous à mettre les mains dans le cambouis. Il faut que la personne qui vous accompagne vous dise que vous allez travailler avec lui. D'accord ? Acceptez de vous tromper, acceptez de répéter les choses, remettre en question toutes vos idées. Il faut que vous choisissiez quelqu'un qui soit capable de faire ça avec vous. Et faites-vous accompagner surtout par quelqu'un qui s'intéresse non pas seulement à la stratégie en amont. Le design, c'est pas du café et des post-it et puis après on se revoit plus.
d'accord ? Faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'intéresse au processus de création. C'est super important. On ne doit pas vous laisser tomber, faire des écrans, salut, or, maintenant, pendant le développement, on ne se voit plus. C'est pas possible. La personne doit être là tout le temps. Voilà. Et c'est une application de terrain. Et jugez votre designer à la valeur de son savoir-faire. Voilà, de son savoir bien faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.